Vous êtes bien sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM. À l'instant, c'était Rue de Prague pour nous accompagner musicalement aujourd'hui. Et nous sommes avec Olivier Berruyer, toujours depuis 14 heures. Olivier Berruyer est actuaire, créateur du blog les-crises.fr et diplômé de l'Institut de sciences financières et d'assurance de l'EM Lyon. Et il est auteur de 2 livres. Le premier que j'ai là, je le montre à la caméra. Stop, tirons les leçons de la crise, sous-titré Et ce n'est pas fini, la preuve par les chiffres. Effectivement, c'est un ouvrage conséquent dans lequel il y a énormément de chiffres, d'informations très très factuelles. Donc c'est pas un essai d'idéologie économique, c'est très très concret cet ouvrage. Et un nouvel ouvrage qui vient de sortir en janvier dernier aux éditions des Arènes, Les faits sont têtus. Est-ce qu'il y a un sous-titre à ce livre ? Non. Non, les faits sont têtus, tout simplement. Ça suffit, Ça suffit tout à fait. Je pense qu'on l'a largement prouvé lors de nos discussions aujourd'hui. Je vais ouvrir le standard dans quelques instants, mais avant cela, il y avait quelques autres questions que je voulais vous poser. Notamment, je pense qu'on l'a assez fait, on a assez démoli les économistes en place, les économistes qui sont invités dans la plupart des plateaux de télé, mais il y a d'autres économistes qui font un travail sérieux et intéressant. Donc, qui sont-ils ? Je peux déjà en citer 2 ou 3 et vous compléterez. Je pense à Frédéric Lordon, Jacques Sapir. Ce sont des économistes qui font un bon travail. D'après vous, y en a-t-il d'autres ? Quelles autres personnes intellectuelles mettez-vous en avant ? On a parlé d'Emmanuel Todd aussi, on peut parler de Michéa, qui fait un très bon travail plus sur l'aspect, on va dire, culturel. Il parle beaucoup d'Orwell, de choses comme ça. Donc, Michéa, Lordon, Sapir, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là ? Et est-ce qu'il y a d'autres économistes qui vous paraissent... bien, puisque je reprends régulièrement leurs articles sur mon blog. C'est Jean-Luc Gréau aussi, avec une vision plus de droite, intéressante. Maurice Allais. Seul prix Nobel d'économie français. Indémodable. En plus, il écrivait aussi des bouquins très, très clairs pour le grand public. Et son testament paru dans Marianne en 2010, son dernier grand texte, est assez fabuleux de clarté, de dénonciation d'un libre-échange intégriste. Une dénonciation de l'OMC, de Pascal Lamy, qui est tout à fait intéressante. Donc Maurice Allais, Jacques Sapir, Frédéric Lordon, voilà quelques pistes pour les auditeurs qui souhaiteraient pousser la réflexion et pour prouver aussi qu'il n'y a pas que des incompétents en France et qu'on a aussi des intellectuels de grande qualité. Oui, mais c'est assez triste de ne jamais les entendre dans des grands médias ou qui ne soient pas plus invités. Gadjiro aussi a écrit des choses très, très intéressantes. On peut travailler avec lui sur la partie loi bancaire. Non, il y a quand même des personnes de grand talent, surtout quand on lit en plus leurs propos. C'est clair, c'est assez lumineux, c'est plus que convaincant, mais c'est totalement iconoclaste, donc complètement repoussé par... en tout cas, il n'y a pas beaucoup de place dans les grands médias. Effectivement, de temps en temps, vous avez Emmanuel Todd qui passe de ci, de là, mais bon, si on met vraiment... je dirais si on mesurait à la Chomsky, qui a dit des choses très intéressantes aussi, Noam Chomsky, qui faisait des choses très très drôles dans ses analyses, qu'il avait tendance des années 80 ou 90 à découper les journaux et puis à mesurer la hauteur des colonnes sur, par exemple, tel crime qu'avaient fait les communistes en Pologne, et puis le même crime qui était fait au Nicaragua par des milices amies des États-Unis, et puis vous voyez que la place dans les médias était à peu près 50 fois plus petite pour les crimes de nos amis que pour les nôtres, que pour ceux de nos ennemis. Si vous faites pareil, vous cumulez le temps d'antenne de Lordon, Todd, Sapir avec les économistes classiques, vous apercevrez qu'il y a quand même un sérieux décalage, alors qu'il mériterait d'avoir quand même un débat beaucoup plus équilibré. Et vous-même, pour ce qui est des invitations télé, radio, je sais que vous êtes passé récemment à Arrêt sur Image. Vous êtes aussi invité fréquemment à BFM Business, mais à part ça, est-ce que vous avez accès à des médias de plus grande envergure ? Non, rarement. Bon, après Vous n'êtes jamais allé à Ce soir ou jamais, par exemple ? Je suis allé une fois à Ce soir à jamais, et une fois sur LCI il y a pas très longtemps, quelques minutes.
Donc non, voilà, pas me plaindre, je passe quand même de ci, de là, mais peu importe, de toute façon, c'est pas mon cas qui est intéressant, c'est surtout ce mode de pensée, quelle est vraiment sa part dans les médias, et c'est extrêmement faible. Et donc si déjà ces modes de pensée ne peuvent pas s'exprimer, tout comme je répète, dans le monde universitaire ou académique, ils ne peuvent pas s'exprimer dans les grandes revues et donc avoir des places dans les universités, bah vous tuez dans l'œuf tout débat. Mais d'ailleurs, où sont les espaces de débat? Voilà, il n'y en a pratiquement pas. Et sur les peu qu'il y a, ouais, les débats sont souvent extrêmement biaisés, avec des personnes pas très clivées et des propos souvent euh, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a tout de même Internet où avec quelques mots-clés, on peut trouver des choses Ah oui, intéressantes. donc bien sûr, il y a plein de choses sur Internet. De toute façon, mon blog, qui est généralement le deuxième ou le troisième blog économique de France, montre qu'il y a heureusement un petit espace de liberté à ce niveau-là. Et qu'il y a une demande surtout. Mais oui, mais qui une demande, oui, parce que les citoyens, attendez, vous avez beau leur raconter que, comme François Hollande l'a fait le mois dernier, il faut faire du libre-échange avec l'Inde, que faut dépénaliser le cannabis ou je ne sais pas trop quoi. Je veux dire, les gens commencent à comprendre que là, ça commence à pousser le bouchon un peu loin, que le régime de biparti unique, hein, où vous avez le choix entre les libéraux décomplexés et les libéraux complexés, c'est peut-être un peu limité comme choix politique, que il n'y a pas non plus que les extrêmes dans la vie et qu'il y a quand même de la place pour tout de même des politiques un peu plus raisonnables et raisonnées qui obtiendraient le soutien de la population que ce qu'on a actuellement. Donc voilà, le sujet là. Donc c'est vrai que si on cherche, on peut trouver de l'information. Bon, maintenant après les gens passent encore 4 heures par jour devant la télé, hein. Et même question pour la classe politique. Est-ce qu'il y a des politiques qui trouvent grâce à vos yeux ou qui vous paraissent intéressants dans tout le spectre politique, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en France? Bon, ce sont pas les gens connus, pas trop, non. De toute façon, vous pouvez guère être connu si vous n'êtes pas ou un peu dans les extrêmes ou dans les modèles libéraux classiques. Donc, Mais sur des députés moins connus, de ci, de là, oui, vous avez des gens intéressants. oui, Mais voilà, minorité. qui resteront un minoritaire et sans doute pas très connus. Oui. Je pense à... C'est le drame aussi de nos institutions. Moi aussi, j'ai tendance à penser que Oui. cette crise sera à la 5e République, ce que la guerre d'Algérie a été à la 4e, hein. On avait un système qui est tout à fait sclérosé, qui ne peut pas s'adapter aux évolutions du monde à venir, parce qu'évidemment, on a cette crise économique, mais vous avez plein d'autres crises qui vont venir, les crises des ressources énergétiques, des matières premières qui sont de plus en plus rares, qui vont être de plus en plus compliquées à partager. Ça, j'avais repris. La semaine dernière, j'ai fait un petit billet sur un reportage qu'il y avait sur Arte. Vous voyez que même sur le sable, on commençait à avoir des problèmes d'épuisement du sable. Ça fallait quand même y penser. Voilà, donc ça aussi, c'est des choses qui sont devant nous. Les problèmes énergétiques sont devant nous, donc forcément des problèmes géopolitiques là-dedans. Donc voilà, ça peut bien se gérer, mais enfin, il faut y être préparé. Et c'est sûr qu'il faut peut-être arrêter de monter de sauter sur sa chaise comme un cabri en criant croissance, 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 quoi. Mais voilà, on a quand même un vide, une forme de néant intellectuel qui est assez fascinante. D'ailleurs, regardez dans les grands partis, quel est le totem intellectuel? C'est quoi le grand intellectuel de l'UMP là-dedans? Il est où le Raymond Aron aujourd'hui? C'est qui? Juste pour comprendre à peu près ce que pense l'UMP. N'avait pas. N'avait pas. À gauche, c'est qui le grand intellectuel de gauche là, qui structure une pensée? Ou le Sartre actuel, c'est qui? Je ne le vois pas. Il n'y a pas, il n'y a rien. Et c'est. Elisabeth Badinter a eu des propos très durs là-dessus, mais très justes, je trouve, où elle dit que, voilà, avec sa vision un peu de philosophe, mais il y a des moments dans l'histoire comme ça où vous avez un néant intellectuel, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on produit dans plein de domaines intellectuels, de la politique et la philosophie, et tout, à peu près rien. Bien sûr, vous allez avoir de ci, de là, heureusement, mais vraiment au niveau sociétal, eh bien, ce sera quoi le grand intellectuel des années, début des années 2010, dans 30 ans? Vous aurez qui, vous? Ouais, enfin, voilà, enfin, Ou vous c'est avez, quelqu'un vous aurez les qui... équivalents des To Be Free pour la chanson d'il y a 10 ans, hein, mais pas beaucoup plus. Ça reviendra, moi, je suis persuadé que ça reviendra. Vous aurez des formes de réaction face à ce que ce néant aura produit, tout comme le néant des années 20 avait produit aussi beaucoup de réactions après. Mais bon, voilà, il faudra que ça secoue et qu'on ait quelques paires de claques pour nous remettre sur un chemin de bon sens et de gestion à long terme de nos propres intérêts. On va ouvrir le standard pour les auditeurs qui souhaitent poser leurs questions. 08 92 23 95 20. Pour intervenir, posez vos questions à Olivier Berruyer. Il nous reste une demi-heure de discussion, de débat. 08 92 23 95 20
pour intervenir. Alors, on va s'intéresser à présent à quel sujet tiens, j'avais une question sur le. On en a parlé, donc je vais peut-être pas revenir là-dessus. C'était sur le coût du travail, mais c'est vrai qu'on en a pas mal parlé. Donc voilà, on va plutôt parler de la relance et de enfin, la relance, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça existe vraiment? Euh, quand on entend nos gouvernants, nos élus parler de relance, est-ce qu'il y a vraiment un sens à cette expression ou est-ce que finalement c'est encore une fois, comme vous disiez, on saute comme des cabris en criant croissance, relance, croissance, relance? Oui, non, mais il y a un sens, hein, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est filez-moi 5 000 € de plus que je retourne à manger des caviar un peu, ce sera Voilà. sympa. Mais ouais, c'est dépenser encore plus, hein, bon, évidemment, qu'un petit effet. Les États-Unis montrent qu'il y a un effet, bien sûr, hein, vous vous endettez, vous claquez l'argent, ça, bon, ça aide. Bien sûr que ça aide. Bon, après, qu'est-ce qui se passe, hein, après moi le déluge? Donc non, vous n'avez pas grand sens dans ces promesses-là, qui sont toujours finalement des promesses en l'air de vous inquiétez pas, le monde d'avant va revenir. C'est toujours ça en fait. C'est un refus de s'adapter à la réalité. Bon, le monde a changé, maintenant qu'est-ce que je fais? Euh, on a l'impression que c'est des gens, ouais, ils auraient été là en 1946, ils auraient continué à faire des chars parce qu'ils en faisaient depuis 5 ans. Ouais, c'est juste, maintenant, il faut se changer un peu maintenant, c'est bon, plus besoin. Donc il y a une absence totale de créativité dans ce sujet-là. On accueille Savia à présent. Bonjour Savia. Oui, bonjour à vous et à Olivier Bérurier. Donc, effectivement, je suis sur le fil de l'actualité économique. Et globalement, par rapport à ce qu'il a exposé tout au long des 2 heures, enfin près de 3 heures d'exposé qu'il a émis, oui, on est à peu près tous sur sur le même constat. Et après, d'autre part, je rebondirai sur le fait, et je m'inscrirai en fond par rapport à Elisabeth Badinter, qui, à mon sens, serait plutôt, même philosophiquement parlant, puisqu'elle s'inscrit comme une philosophe, inscrite complètement dans la donne du système et dans le chaos dans lequel on est plongé. Et par rapport à ça, c'est ce que, là, on a quand même des populations qui sont sur la corde raide. Et moi, je m'inscris dans le combat de l'ombre par rapport aux gens, que j'estime que j'ai plus envie de parler c'est par rapport à des gens comme Soral ou comme Dieudonné. Je m'explique pas pourquoi on les qualifierait d'extrémistes et qu'on ne laisserait pas la véritable liberté d'expression totale et absolue. Ouais, C'est ouais. ça qui... C'est intéressant Savia, mais je vois pas vraiment le rapport avec l'économie et les sujets dont on a parlé aujourd'hui avec Olivier Berruyer, puisque on saura les deux données, c'est peut-être intéressant, mais il parle pas vraiment d'économie, donc je vois pas trop le rapprochement. Parce que moi, quand je fais analyser même des libéraux à la main ou je ne sais que trop quoi, on sait que les discours sont biaisés et que là, quelque part, ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas de solidité et de capacité à avoir des solutions sur le plan économique. Et donc, on voit bien que maintenant, ça doit être une synergie systématique qui doivent venir de la base du peuple, tout simplement. C'est ça D'accord. qui m'interpelle. Et ta question, Savia? Donc par rapport à Olivier Bérurier qui nous a Berruyer. effectivement rapporté des éléments en nous disant qu'il y avait quand même Noam Chomsky ou Lordon ou des Sapir ou des Todd ou des gens intéressants sur le plan économique, lui il s'inscrirait comment pour des solutions qui pourraient justement s'inscrire de manière efficace sur chacun d'entre nous et qui pourrait être un véritable enseignement pour redresser et faire en sorte qu'on puisse relever la situation de notre économie, voilà. Oui, bah, ce qui pourrait être fait, on l'avait un petit peu évoqué, mais je peux détailler un petit peu, c'est évidemment définanciariser l'économie, de remettre l'économie financière actuelle, non plus dans un sens d'hyperspéculation, mais dans un sens de soutien à l'économie réelle. Donc, c'est Réel, concrète, donc donc très concrètement, de fermer les desks de traders qui spéculent sur l'or ou la cacahuète alors qu'ils n'ont pas à le faire. Ce serait de
d'exiger d'ailleurs que les banques aient beaucoup plus de fonds propres pour sécuriser leurs activités. Ce serait d'agir beaucoup plus en profondeur sur le fonctionnement même actionnarial du système actuel. Donc par exemple, moi j'ai avancé des idées telles que justement revenir à une seule cotation par jour à la bourse, comme il y a une trentaine d'années, pour justement diminuer les activités spéculatives. Ce serait de retirer le droit de vote aux actionnaires de moins d'un an, ce serait de donner des dividendes doubles aux actionnaires de plus de, je sais pas, 5 ans ou 6 ans, quelque chose comme ça. Ce serait de taxer quasiment à 100% tous les profits financiers qui sont faits en quelques jours, avoir une taxation moyenne pour les profits qui sont faits en 6 mois et une taxation quasiment nulle sur les profits qui sont faits en 5 ans. Ouais, simplement pour redonner du sens au long terme, de récompenser les gestions à long terme. Tout ça, ça peut être des pistes qui, voilà, qui peuvent améliorer le système. Ce serait de reprendre une idée de Lordon qui était très intéressante, qui est de plafonner la distribution de revenus aux actionnaires, de le faire intelligemment en fonction des secteurs d'activité. Il y a plein d'outils de la finance justement qui permettent de faire ça. Donc de dire que, à la rigueur, quand on est actionnaire de Renault, on ne peut pas toucher plus de 8-9% de rentabilité par an, ce qui est déjà énorme, beaucoup plus que ce qu'il y avait pendant les 30 Glorieuses, ce qui récompense un investissement actionnarial. Mais bon, au bout d'un moment, on met une limite, quoi, parce que après les actionnaires demandent 15% de RE. Quand vous faites 15% de RE, ils veulent 16, puis ils veulent 17, ils veulent 18, ils veulent 19. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand vous regardez les rentabilités des entreprises dans la période des années 2000, tout d'un coup. C'était le 15%, c'était l'objectif, et ils y sont arrivés. Quand ils étaient à 15, ils sont allés à 16, à 17, à 18, à 19. Il n'y a jamais eu 20 parce que ça s'est planté entre-temps et qu'on est revenu à des rentabilités nulles pendant 2-3 années. Évidemment, vous mettez le système sous pression et un système qui fait quasiment 0% de croissance, il ne peut pas vous sortir du 15% de rentabilité par an, c'est pas possible. Ça peut marcher quelques années, mais vous foutez le système en l'air. Voilà, ce sont des pistes. Voilà, ça vient. Alors, il y a beaucoup de monde qui souhaite Très intervenir, bien, donc on va passer à Miklos qui est là aussi. très bien. Au Merci revoir. Savia, merci à toi. On accueille Miklos. Miklos, Oui, bonjour. bonjour à toi, on Bonjour. t'écoute. Voilà, j'ai écouté tout ce que vous avez dit et j'ai pensé à j'ai un petit trou de mémoire là sur ce que vous avez dit au début. En tout cas, c'était pour la sur les économistes. Hein, voilà. Vous avez dit qu'il y avait quand même un accord assez général entre les économistes sur la politique à suivre, enfin la bonne politique à suivre, et qu'on mettait de côté évidemment ceux qui n'étaient pas dans la ligne politique. Oui. Je voudrais dire une chose aussi, c'est que il y a quand même une chose sur laquelle je crois que tous les économistes sont d'accord, et c'est le principal, c'est que les dépenses militaires sont mauvaises pour l'économie. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Chine, que ce soit en Europe, les dépenses militaires sont un gaspillage catastrophique. Et ça, je crois qu'il n'y a pas un économiste qui dira le contraire. Et Sur ce c'est temps, il y a pas plein d'économistes qui disent le contraire aussi. Hein. comment Il y a plein d'économistes aussi, en particulier, qui disent le contraire. Ouais. J'ai pas entendu. Oui, il y a beaucoup d'économistes aussi qui disent justement le contraire. On peut arrêter les dépenses militaires, hein, si vous voulez. Vous fermez Dassault, donc vous mettez 20 000 ouvriers au chômage. Non, il y a pas. Je connais pas d'économistes qui disent que les dépenses militaires sont bonnes pour l'économie. Très bien. Oui, on Ça mettrait peut plus être que 20 000 parce que il y a la France, mais il y a aussi les États-Unis, il y a aussi la Chine. Et c'est pour ça que je vous appelais justement, parce qu'en Chine, enfin aux États-Unis, en Amérique, dans deux jours, là, vendredi, samedi, il y a une rencontre entre Obama et Xi Jinping, le dirigeant chinois, et ils vont discuter de la guerre, de la cyberguerre entre les États-Unis et la Chine et autres conflits. Et c'était pour dire que c'est une rencontre d'une importance capitale qui va façonner le monde dans les 30 prochaines années. Est-ce qu'il y aura une guerre froide entre la Chine et les États-Unis dans les 30 prochaines années, ou est-ce qu'il y aura une paix qui va déteindre sur l'ensemble du monde? Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire simplement.
bien, merci. Miklos. Merci, Et, Miklos. et les dépenses, oui, parce que les dépenses militaires, je vous rappelle que rien que la guerre d'Irak fait 3 000 milliards de dollars. Oui, bien sûr, c'est des sommes hallucinantes. Rien que la guerre d'Irak. Et les dépenses militaires annuelles au niveau mondial, je crois que c'est 1500 milliards de dollars, dans les 1500-2000 milliards de dollars chaque année. Donc je crois que c'est ça le problème économique numéro un de la planète. Est-ce qu'on veut la paix ou est-ce qu'on veut cette espèce de guerre avortée qu'on poursuit depuis des millénaires, depuis des siècles et des millénaires. Et si on ne le fait pas maintenant, je crois qu'il sera trop tard. Merci, Miklos. Merci à vous. Il y a du monde Oui, voilà, oui. en attente. Merci. Alors, je ne sais pas si Olivier veut ajouter quelque chose là-dessus. On va accueillir Farid à présent. Farid. Oui, bonjour à toi, Lisande. Bonjour à Olivier. J'ai Bonjour. adoré votre intervention, monsieur Olivier. Je ne connais pas trop votre nom. Berruyer. 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 Si vous avez édité un bouquin, j'aimerais bien le dire, parce que vraiment... Merci. Je rappellerai les non, références à la fin de vraiment, l'émission. c'est du sérieux. J'aime bien aussi le côté pointilleux de votre intervention. Vous êtes très pointu. Vous nous avez bien rappelé que les socialistes avaient libéralisé les banques, n'est-ce pas? Bien Notre sûr, ami la gauche. Bien sûr. Bon, bon, Mais ça, ça, c'était ça, pour la petite histoire. Ouais, ouais. Non, moi, j'ai une question à vous poser en termes de bourse. Enfin, j'ai trois... commençons dans l'ordre. En termes de bourse, est-ce que le CAC 40 reflète l'économie française? Oui ou non? Pourquoi? Ça, c'est la première question. Alors, on va peut-être écouter la réponse maintenant, à moins que tu veuilles Oui. poser tes questions. Et... Non, mais allez-y. Moi, je On va- suis s'il y à a des l'écoute. Moi, questions- j'adore. Quand c'est précis... Voilà, Olivier Berruyer note les questions, donc je pense que tu peux poser tes 3 questions maintenant, et comme ça, on répondra à chacune séparément. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Oui ou non, est-ce que le CAC 40 reflète l'économie française? Ok. Bon, moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais bon, j'aimerais que ça soit dit par une pointure, comme on dit. Et puis, deuxièmement, est-ce que le militaire, je parle pour les grandes puissances, alors ça serait la deuxième question, n'est plus maintenant le support de l'économie, dans la mesure où, grosso modo, on va dire, les seules économies performantes est la Chine. En gros, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Est-ce que faire feu de l'appareil militaire ne permet pas de tenir les États-Unis la tête hors de l'eau? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, est-ce que les actions, ce que je veux dire, la bourse, les actions au sens mobilière du terme, est-ce que les actions ne servent pas à s'accaparer des biens matériaux, je veux dire des terres, des usines, est-ce que ce n'est pas un outil de mercenariat, quoi? Donc 3 questions. CAC 40, est-ce qu'il reflète l'économie française? Deuxième question, est-ce que je dirais que avant les États-Unis, ils avaient 2 pieds pour tenir leur truc, c'était l'armée et l'économie? J'ai l'impression que ce n'est que le militaire qui nous tient l'économie. Et troisièmement, est-ce que ce n'est pas, au final, les actions, dans la mesure où elles sont mondialisées, à la nanoseconde près, etc., ce ne sont pas des outils de mercenaires et de pillage? Ok, Farid, merci pour ces 3 questions. On va écouter à présent C'est moi qui vous remercie. les Je vous écoute réponses vraiment d'Olivier. très attentivement. Merci beaucoup, Merci, monsieur Farid. Berruyer. Merci. Salut Farid. Et après, on accueillera Daniel, et je pense que ce sera le dernier auditeur de la journée. Donc sur les questions de Farid, le CAC 40 est-il représentatif de l'état de l'économie française, sachant qu'aujourd'hui il est à 4000 points quasiment, 3880 points. Bah non, mais pourquoi il faudrait qu'il soit représentatif de l'économie française? Ça, c'était autant jadis, peut-être un peu. Bon, le CAC 40, c'est la bourse. La bourse, c'est un endroit où, pour une part, les entreprises vont lever de l'argent pour récupérer du capital pour leur croissance. Mais ça, c'est une activité qui est désormais tout à fait marginale. C'est surtout le lieu où on échange les actions.
sur le marché dit secondaire. Donc, comme maintenant c'est devenu un vaste casino où les actionnaires, enfin les investisseurs achètent des actions pour les revendre parfois quelques millionièmes de secondes plus tard pour les investisseurs qui sont plutôt de long terme, donc qui vont attendre quelques minutes pour les revendre, c'est sûr que les perspectives de l'économie pendant 5 ans, c'est pas leur sujet. C'est pas leur sujet. Donc évidemment, il reste des actionnaires un peu de long terme là-dedans, mais ils sont devenus minoritaires. Donc non, ils ne reflètent pas, ça reflète l'activité spéculative, voire pour une bonne partie maintenant, une activité frauduleuse. Une activité frauduleuse. Une bonne partie de l'activité est tirée par ce qu'on appelle le trading haute fréquence, qui sont en gros des ordinateurs qui sont en train de spéculer contre d'autres ordinateurs. Donc c'est un jeu, une espèce de wargame, pour ceux qui ont vu ce vieux film. Mais c'est ça, quoi, c'est les ordinateurs contre les ordinateurs maintenant. Donc c'est celui qui a le programme qui va être le plus puissant, l'information la plus rapide, qui va être le plus près du serveur, parce que maintenant ils sont obligés de mettre les ordinateurs contre les ordinateurs de la bourse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Ne serait-ce que faire 10 km pour le câble, ben vous perdez quelques millièmes de seconde, donc vous avez perdu du pognon par rapport à celui qui est contre. Voilà, donc c'est quelque chose qui est une espèce de casino de Française des Jeux et encore complètement pipoté et plein de joueurs malhonnêtes là-dedans, qu'on laisse perdurer alors qu'ils sont en train de jouer avec l'outil de contrôle de nos entreprises. Donc il ne faut pas s'étonner que quand il se passe ça, il y a des petits problèmes dans la gouvernance des entreprises, dans leurs investissements et donc au plus tard, enfin à plus long terme, dans le fonctionnement même de notre économie. À ce sujet, il y a un élément qui donne un peu le vertige, voire des frissons. C'est ce qui s'est passé récemment quand le compte Twitter de l'agence de presse américaine AP, Associated Press, a été hacké, donc piraté par des pirates informatiques syriens. Et ils ont donc publié sur le compte Twitter de cette agence de presse qu'une bombe avait explosé à la Maison-Blanche et qu'Obama avait été blessé. Et comme les ordinateurs de la bourse new-yorkaise analysent en direct les dépêches qui tombent, l'ordinateur a compris qu'il y avait une situation très grave et donc s'est mis à vendre massivement les actions, ce qui a créé un mini crash de quelques minutes. Ce type d'événement, c'est quand même quelque chose de proprement hallucinant. Aucun être humain n'avait le contrôle sur ce qui s'est passé. C'était uniquement informatique à ce moment-là. Bien sûr. Non, oui, c'est une folie furieuse, mais voilà, c'est qui dire. Enfin, ce qui est assez fabuleux là-dedans, c'est que vous trouvez là encore à peu près personne pour défendre sérieusement ce système. Moi, j'ai débattu, même avec des gens de banque d'affaires, ou je me rappelle de débats même avec quelqu'un de Goldman Sachs, je lui disais, mais ça sert à quoi ce truc? Le mec, ça sert à rien. Mais c'est indéfendable. C'est indéfendable. Mais c'est pas grave, ça continue. Oui. Il n'y a pas un politique courageux qui dit on arrête ces conneries-là, au moins en France, quoi. Au moins il y aura un secteur préservé. Puis la spéculation, il ira spéculer à Londres, enfin quitte à couler un pays, peut-être mieux que ce soit les Anglais que nous. Hein, non, ça continue, pour des raisons de on peut rien faire, c'est compliqué, il faut se mettre d'accord, ou là on peut pas le faire tout seul. Ah oui, c'est cette idée de il suffit de se mettre d'accord tous ensemble, c'est de la folie. Sur ce genre de truc, vous ne pouvez pas. Enfin, imaginez qu'on dise pour le nucléaire, c'est vrai qu'on a des centrales pourries, mais enfin bon, comme les États-Unis, ils en ont des plus pourries que nous, on va rien faire les premiers, on va essayer de se mettre d'accord. Non, on va fermer la centrale d'urgence. Un trader avait dit dans une interview à France 2, visage masqué, je crois que c'est dans l'émission d'Élise Lucet, une émission sur le trading haute fréquence, il expliquait, il disait texto, c'est le pire qui donne la norme en termes d'activité bancaire. C'est le pire qui donne la norme, donc on est complètement là-dedans, effectivement. Mais tout ça est normal et logique. Enfin, je répète, s'il n'y a pas de règle, il peut se passer que ça. Bien sûr. La vertu ne va pas spontanément naître sans aucune règle. Malgré les modèles des économistes ultralibéraux. Ah oui, oui. Non, mais le problème de l'économiste ultralibéral, c'est qu'il fait des beaux modèles qui sont intéressants, juste ils ne s'appliquent pas aux êtres humains. Voilà, c'est la petite faille dans le libéralisme, quoi. C'est sûr que le jour où je programme des robots, peut-être que je mets un programme libéral. Hein. Ça va être facile de faire des êtres humains, ça ne marche pas en fait. Ouais. Ça a été testé, hein, c'est testé sur nous, hein, pour être sûr, et pour la deuxième fois quand même. Hein. C'est une faille c'est un petit bug, ouais, mais enfin, bon, intellectuellement ça marche, donc c'est peut-être l'essentiel. Tant que ça fait, en théorie ça marche. Ouais, tant que ça fait de beaux tableaux et de beaux graphiques, ça va. Et de belles rémunérations quand même. De belles rémunérations, exactement. Alors la deuxième question de Farid, c'était sur l'économie militaire. Sur militaire, support. Ça rejoint d'ailleurs un peu la question précédente. Après, évidemment, il y a un problème de morale là-dedans, mais les États-Unis ont aussi bâti un développement sur un appareil militaire très important. C'est le pays qui dépense de très très loin le plus au monde. Voilà, mais bon,
autant c'est en effet pas moral, autant bon, de notre côté, c'est quelque chose qui fait tourner l'économie. Enfin, tout comme, après tout, faire des ronds-points ou casser des cailloux, si vous payez des gens pour le faire, ça fera tourner l'économie, hein. Il y a aussi quelque chose enfin, Keynes avait une phrase un peu comme ça, où il dit, bon, la rigueur, bon, quand c'est la crise, même payer des gens à faire des trous et les reboucher, c'est pas grave, quoi, hein, ça fera tourner l'économie. Bon, c'est sûr qu'on peut-être plus intéressant de réaffecter des dépenses militaires ailleurs, mais enfin tout ça est quand même compliqué, parce que vous avez beau dire je coupe les dépenses militaires, bien sûr, de toute façon, enfin bien sûr, j'ai remarqué que c'est pas généralement ce qui vient en premier, on a plus tendance à couper les retraites, le chômage que les dépenses militaires. Bien sûr. Et justement, Mais il y a des conséquences. une question par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce qu'un revenu de base, un revenu inconditionnel distribué à tous les citoyens, dont on parle souvent, permettrait de relancer l'économie? Si on donnait par exemple 900 euros à tous les Français par mois. Il y a aussi des problèmes importants de l'appareil productif en France, hein. Vous avez érodé beaucoup de marge de vos entreprises et vous êtes surtout après en compétition internationale, ce qui vous pose de grosses difficultés. On a commencé le débat en parlant de la croissance tout à l'heure, en disant oui, mais bon, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de croissance? Enfin, il n'y a pas beaucoup d'économistes qui travaillent là-dessus. Bon, il y a quand même quelques-uns qui font des petits travaux. Mais vous avez vite une problématique, c'est que dans un pays, vous avez une équation de base qui est triviale, mais qui vous dit que la production, donc ce que le pays produit, c'est la productivité horaire du pays, donc ce qu'il produit en une heure, fois le nombre d'heures de travail du pays. Voilà, c'est une égalité mathématique, hein, pas très compliquée. Donc la production est égale à la productivité fois le nombre d'heures travaillées. L'augmentation de la production, c'est ce qu'on appelle la croissance chez nous. Donc si vous dites que vous avez, ça fait de la peine, je pense à beaucoup de socialistes, mais si vous considérez que la production, il n'y en aura pas plus, en tout cas qu'on ne vendra pas plus, donc on ne produira pas plus, si la croissance est nulle ou quasi nulle, ça veut donc dire qu'il faut que votre terme, mathématiquement, et ça s'adaptera, la productivité fois les heures travaillées va rester stable lui aussi. Or, il se trouve qu'il y a toujours des gains de productivité, qu'on les recherche, qu'on les encourage, donc la productivité, elle a tendance à monter tout le temps, alors beaucoup moins qu'avant, mais elle monte. Bon, si la productivité augmente et que le produit de la productivité par le nombre d'heures travaillées doit rester stable, puisqu'il n'y a pas beaucoup de croissance, ça veut dire que forcément, vous avez un ajustement sur le nombre d'heures travaillées dans l'économie. Donc si j'ai de la productivité et pas de croissance, j'aurai moins d'heures travaillées. Comment je diminue les heures travaillées dans le pays? Il n'y a que deux façons. Soit je diminue le temps de travail, soit je diminue le nombre d'emplois. Quand vous ne faites rien de spécial, le seul ajustement, c'est le nombre d'emplois. Et donc, effectivement, vous avez du chômage qui apparaît dans ces conditions-là. Donc si vous n'avez pas beaucoup de croissance, que vous continuez à avoir de la productivité et que vous n'avez pas envie d'avoir plus de chômage, forcément il faut diminuer votre temps de travail. C'est une conséquence, c'est obligatoire. C'est d'ailleurs pour ça aussi que depuis 150 ans, le temps de travail diminue en permanence, hein, il n'a jamais monté. Et c'est Keynes qui prédisait une dizaine d'heures de temps de travail hebdomadaire d'ici à 2020. Ouais, peut-être un peu trop optimiste là-dessus, mais ou 2030, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait cette idée-là. Mais simplement, la difficulté qu'on a, donc, on devrait se dire, bon, ça va pas bien, il y a du chômage. C'est un peu simpliste, mais pas tant que ça, hein. On paye des millions de personnes à rester chez elles. Bon, si finalement, pour les payer, je suis obligé de prendre de l'argent aux entreprises et aux salariés, donc sur mon économie pour payer les gens qui travaillent plus du tout, à la rigueur, je diminue le temps de travail de tous les autres, donc j'ai plus à récupérer de l'argent pour payer les chômeurs, et puis je remplace les postes qui manquent par des chômeurs. Bien sûr, c'est un peu grossier, mais c'est pas stupide, loin de là. C'est vraiment pas stupide. Et en particulier, je pense que la semaine de 4 jours est sans doute une perspective intéressante. Il faut surtout pas refaire les 35 heures de la façon dont ça a été fait. Évidemment, ça marche pas, ça. Vous n'avez pas fait de l'argent aux boîtes et qui ne créent pas de l'emploi. Même si je rappelle aussi qu'on travaille 40 heures dans le pays et que les 35 heures, ça a surtout été un mode de flexibilité pour les entreprises et qu'on travaille à peu près autant que les autres pays aux alentours. Et que la décennie des 35 heures, ça a été la décennie où on a le moins réduit le temps de travail de l'histoire, en tout cas depuis belle lurette. Donc voilà, faut pas le caricaturer non plus. Il y a une vraie question, mais simplement, un mal fou à diminuer le temps de travail si je suis en régime mondialisé et que j'ai des Chinois en face qui me concurrencent et qui, eux, évidemment, n'ont pas les mêmes contraintes. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que remettre en question ce dogme, cette bêtise crasse d'une croissance illimitée, ça vous oblige à remettre en place, en question d'autres dogmes, et en particulier celui de votre libre-échange intégriste et sans aucune règle. Donc évidemment,
Si vous n'avez pas de croissance et si vous êtes en régime mondialisé, vous aurez du chômage si vous n'intervenez pas. Et vous ne pouvez pas intervenir si vous ne mettez pas un minimum de protection à des frontières de l'Europe ou des trucs comme ça. Alors pas des trucs énormes, pas des trucs agressifs pour les autres partenaires. Vous pouvez essayer de faire des choses très coopératives. Si vous mettez des droits de douane un peu plus élevés aux frontières de l'Europe et que vous donnez tout le pognon que vous récupérez au pays qui subit ça, bah, quelque part, vous pouvez lui dire, bah, tiens, je te redonne l'argent, développe ton économie, tu vois, je suis pas en train d'essayer de faire une guerre économique, on peut faire un truc coopératif, et moi j'ai besoin aussi de garder de l'emploi chez moi. De toute façon, le jour où j'ai plus d'industrie chez moi, on va plus commercer, parce que je vois pas ce que je vais te donner en échange de tes produits. Voilà, mais ça oblige à avoir ce genre de réflexion-là. Mais comme c'est surtout, faut pas toucher au libre-échange, faut pas toucher au dogme de la croissance, même s'il n'y en a pas, bah voilà, vous avez du chômage, c'est assez naturel. Alors on va devoir malheureusement zapper la dernière question de Farid puisqu'il nous reste très peu de temps et on a encore Daniel à accueillir. Alors Daniel, il nous reste vraiment très très peu de temps, donc je te demanderai une question concise et courte s'il te plaît. On t'écoute Bonjour, Daniel, bonjour à toi. Bonjour, moi c'est pas une question, c'est une remarque à faire. J'ai préparé un 3e cycle en Union européenne au CNAM, pas de mes autos. Je suis allé à la bibliothèque américaine et j'ai lu l'Union européenne, comment voyaient les écrivains américains. Mais pour eux, c'était simple. La monnaie unique avait pour but de concurrencer le dollar et les Américains, les Anglo-Saxons, les Français, les Allemands savaient très bien que ça allait faire leur tort à leur économie, mais ils pensaient que c'était une façon de résister à l'emprise américaine. Mais ce que j'ai aussi découvert, c'est que cette solution a été proposée par le milieu bancaire et comment ils ont trompé le politique. Voilà. Comment ils ont trompé un certain Jacques Delors, qui n'a absolument pour rien pour l'Europe. Il n'a rien organisé, il a laissé les banques centrales. Et vous savez, ça s'est décidé l'euro, ça s'est décidé à Bâle. Voilà. Pas à Bruxelles, à Bâle. Et les Anglais ont dit que ça va être casse-gueule pour les Européens, on va les laisser faire. Et le problème qui a été, c'est que les Allemands étaient beaucoup plus géniaux que les Français en matière économique. Pourquoi ? Parce que eux, ils savaient que sur le plan politique, c'est foutu pour un... Il faut bien comprendre ça. Ils ont dit, vu les conneries du nazisme, d'accord, on n'a plus un rôle à jouer. Mais ils ont dit, l'Allemagne doit être une puissance financière et monétaire, avoir des excédents dans le commerce. Et alors, en ayant cet excédent, ils ont joué sur leur monnaie, parce que contrairement aux idées reçues, le Deutschmark et l'euro allemand est une monnaie sous-évaluée pour les Allemands et qui leur avantage eux. Et regardez le débat entre François Mitterrand et ce débat historique. J'arrive pas à le voir complet. François Mitterrand avait dit que le contrôle de la monnaie est chez la Commission, ce qui était contraire à l'écriture du traité. Le contrôle de la monnaie et à la BCE avec pour but la lutte contre l'inflation comme seul et unique objectif. Alors, Oui, Daniel, mais c'est sûr que, enfin moi j'ai longtemps expliqué et écrit beaucoup sur le sujet, fait pas mal d'études sur le sujet. Évidemment que l'euro pour moi est non viable et finira par mourir d'une façon ou d'une autre. Ceci étant, je dis pas non plus qu'une fois que ça arrive, tout va bien. Hein. Enfin, je sais qu'il y a des discours comme ça, il n'y a qu'à récupérer nos monnaies, on fait ce qu'on veut après. Non, c'est ça, c'est la transition, elle va pas être piquée des hannetons et il y aura de nouveau des difficultés après, la nécessité de rebâtir une forme de système monétaire international. C'est juste que c'est une grosse bêtise qui n'est pas durable et qui forcément ne durera pas, et en partie aussi à cause des politiques que vous signalez tout à l'heure, en disant, parce que ça c'est quand même une des tares du système actuel. Vous avez des pays qui se disent, je vais serrer la ceinture de toute ma population, donc du coup je vais être plus compétitif, et du coup ma population va plus consommer puisque je vais couper les vivres, ce qui en temps normal n'est pas terrible, mais c'est pas grave, je vais me rattraper sur les excédents. Donc autrement dit, c'est les pays d'à côté qui vont acheter mes produits, et donc je vais récupérer quelque part leur argent. Donc c'est le modèle allemand, c'est ce que j'appelle le modèle parasitaire, mais c'est vrai qu'il n'y a qu'un pays qui fait ça marche, mais si le pays d'à côté fait pareil, évidemment ça ne peut pas durer. Donc vous ne pouvez pas être dans des logiques qui visent à faire des excédents en permanence. Ce qui nous manque, c'est clairement un traité européen qui dirait que le but est d'arriver à des excédents à peu près nuls et que c'est aux pays les plus excédentaires de faire les efforts pour y arriver. Voilà, on va devoir s'arrêter là malheureusement, on arrive à la toute fin de l'émission. Merci beaucoup Daniel, merci à toi. Et merci infiniment Olivier Berruyer de votre participation aujourd'hui. Et on se retrouvera, on n'attendra pas un an avant de refaire une émission ensemble. Cette fois, on se retrouvera très bientôt pour rediscuter toutes ces questions qui sont passionnantes. Et on voit bien que même en 3h30, on n'a pas le temps de faire le tour. Merci beaucoup Olivier Berruyer. Merci. À très bientôt. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM. It's always the same.